plus je lui accorde 10 minutes, il s'est déjà arrangé pour faire 6 minutes tout au plus. Le message est passé. Merci beaucoup, Papa Président. Alors, pour le moment, nous passons à un invité. Nous avons 2 invités ici et nous allons devoir écouter la première intervention du premier invité qui va nous parler de la position du rassemblement de forces politiques et sociales pour le changement après G20. Lui, il représente le G7 ici en Angleterre. Et lui, c'est M. Gustave Guillain Moquet. Pour plus ou moins 15 minutes. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Beaucoup d'entre vous peut-être se rappelleraient de moi comme étant analyste politique, expert en politique congolaise. Mais ce soir, je me prends devant vous pour vous adresser en tant que président du groupe G7. Et G7, comme vous le savez, c'est un groupe, c'est un parti politique, une plateforme politique qui est également aussi membre du rassemblement des forces politiques et sociales pour les changements, dont également fait partie M. Moïse Katumbi, également les amis de Moïse Katumbi que vous êtes. Vous savez, chers amis, l'année 2006, c'est une période tournante de l'histoire du Congo. Des enjeux se guettent devant nous, à l'horizon. L'avancement ou le régressement, les progrès ou les chaos, la démocratisation ou la burundisation. Et ces enjeux politiques sont cernés ou sont posés sur la main de quelqu'un, M. Kabila. Si le président de la République, M. Joseph Kabila, a le pouvoir nous guider vers des pâturages radieux pour le Congo. Quant au rassemblement des forces politiques sociales pour le changement, dont vous faites partie, moi également, et M. Moïse Katumbi, nous prenons pour le progrès, l'avancement, la démocratisation, un dénouement pacifique tant rêvé, tant chéri par beaucoup de Congolais. Vous le savez, la majorité présidentielle, qui claudie un peu sur des opinions différentes, à savoir avancer vers le progrès ou le régressement, est en train d'émettre les zombies sur notre sément, fait que notre pays tourne la page vers la démocratisation. Une de bonne manière de tourner vers la démocratisation dans notre pays consisterait sans doute aux élections crédibles et justes. Ainsi, le rassemblement des forces politiques et sociales pour le changement, post-Géval, après Géval, demanderait que nous ayons un dialogue inclusif sur la protection de la résolution de l'ONU 2277. Cette résolution de l'ONU limite ou encourage les délais des élections présidentielles dans les délais constitutionnels. Il décourage M. Kabila à une idée potentielle certainement d'une révision constitutionnelle. Il brise les os de la majorité présidentielle qui penserait avoir un 13e mandat furtif de M. Joseph Kabila, ou encore d'une autre transition avec M. Kabila. À part la résolution 2277 de l'ONU, le rassemblement des forces politiques, sociales pour les changements dont vous faites partie de moi et les G7, nous exigeons également la libération des prisonniers politiques. Depuis 15 ans, le régime de Kabila nous a appris comment ne pas parler. Kabila nous a appris, nous a réduit en silence, en objet d'opprobre, au point que le peuple congolais est devenu l'objet des risées, l'objet d'opprobre, d'insultes dans notre terre Afrique. Et la libération des prisonniers politiques avant les élections ou avant les dialogues inclusifs est une des mesures d'apaisement pour favoriser la tenue d'un dialogue inclusif favorable au changement. Les cas des prisonniers politiques sont légion. Amnesty International, Human Freedom House et bien d'autres, le Refugee Center, Refugee World Organization, all of them concordent ou font un concert en disant qu'il y a plus de 100 réfugiés, prisonniers politiques en RDC.
Je vais vous citer quelques-uns dont vous êtes également au courant. M. Jean-Claude Mbouyambo. Notre ami de la liberté de la lutte pour la démocratisation au Congo est toujours en prison au moment où j'étais parlé. Et nos cœurs, nos esprits vont sans doute vers lui là où il est en ce moment. M. Christopher Ngoï, il est toujours derrière les barreaux pour des crimes qu'ils n'ont pas commis. Et notamment le cas le plus poignant est celui de M. Diomi Ndongala. Le 26 mars 2014, M. Diomi Ndongala a été condamné à la soirée, sans l'accuser, à l'absence de ses avocats, à 15 ans de prison dans un vrai faux procès d'attentat contre les mineurs. La femme accusée d'être violée par M. Diomi Ndongala est en liberté. Vous pouvez retrouver son vidéo sur YouTube, là où elle crie haut et fort que M. Diomi Ndongala n'a rien à voir des relations avec lui. On ne l'a jamais touché. Mais pourquoi M. Diomi Ndongala continue à manger en prison? À cause de cette lutte que vous et moi nous sommes en train de combattre, à cause de cette volonté de vouloir tourner la page de notre histoire vers une situation de la démocratisation. Chers amis, distingués invités, membres de presse, collègues, notre liberté à nous n'est pas une liberté, c'est la liberté de nos frères qui ont défendu cette liberté ne peuvent pas jouer de cette même liberté. C'est ainsi qu'ici nous nous réunissons ce soir pour lever plus haut notre voix demandant la libération des prisonniers politiques en RDC comme une condition préalable au dialogue inclusif. Le rassemblement des forces politiques et sociales exigerait aussi la fin de l'acharnement de vrais faux procès contre M. Moïse Katumbi. Le précédent intervenant ici ont sans doute nagé sur les dossiers de M. Moïse Katumbi. Nous parlons des affaires de mercenaires. Il y en avait 2 mercenaires, pas un mercenaire. Mais jusque-là, nous n'avions vu qu'un seul, Darius Lois, qui aujourd'hui accuse le ministre de l'Intérieur des tortures. Où sont les autres mercenaires? M. Katumbi est également accusé de vrais faux procès, de spoliation. Les documents, les preuves, personne n'en voit. Nous ne pouvons pas aller dans un dialogue national et inclusif aussi longtemps l'acharnement ou des intimidations fantaisistes contre les politiciens continuent. Un dernier point dont les rassemblements des forces sociales et politiques pour le changement exigent avant le dialogue serait sans doute la réquisition ou la démission de M. Denis Kodjo. Et Denis Kodjo, qui a été choisi par l'Union africaine comme facilitateur de ces dialogues, se trouve à une situation d'embûche qui ne peut pas avancer lui-même. Les limites de son incompétence, les méthodologies et son attelage mal assorti avec les pouvoirs nous fait désirer. Il est actuellement logé au 18e niveau de l'hôtel, suite présidentielle. Il roule avec une voiture en RDC immatriculée PR, présidence de la République. Il multiplie ses contacts avec M. Kabila du jour au jour. Également par le truchement de M. Jacob Zuma, qui est le parrain politique de M. Joseph Kabila. Nous ne pouvons plus faire confiance à M. Denis Kodjo. Et nous demandons également la démission de M. Kodjo qu'il a lui-même promis. Au cas où il n'y a pas avancement dans le bureau de soutien pour le dialogue, il démissionnerait. M. John Kodjo, nous attendons toujours votre démission. Chers amis, la démocratie ou la liberté exige un effort permanent. Les gens qui aiment la démocratie ne peuvent plus s'endormir. Le temps où nous vivons est tellement pressant. Les débits de la fin de M. Kabila. Nous devons redoubler nos efforts. Nous devons s'unir, s'outrepasser nos différences, de s'unir ensemble afin que nous avancions pour un idéal commun. François Mitterrand disait, le peuple qui n'a pas de voix n'en a pas moins de mémoire.
la mémoire de nos parents qui ont péri pendant l'indépendance pour la liberté dont nous jouissons aujourd'hui, la mémoire de nos frères et sœurs qui ont péri à Béni. Également, cette semaine, nous avions perdu un sympathisant de l'IDPS pour avoir porté un t-shirt avec l'effigie de Tshisekedi, Guy Pierre. Tous ces morts n'auront pas de signification si vous et moi, nous abandonnons ces combats. Tous ces morts créeront dans notre conscience si vous et moi, nous n'allons pas vers le bout. C'est ainsi que nous devons redoubler nos efforts, chers amis, collègues, et aller vers l'avant pour pouvoir rétablir les bases solides de démocratie au Congo. La démocratie en tant que principe, en tant que valeur, en tant que culture, et en effet au regard de sa profondeur inachevée et continue à être rénovée. Un seul président ne suffirait pas à asseoir le processus de la démocratisation au Congo. Il n'appartient pas à M. Kabila lui seul d'établir la démocratie. D'autres verront, d'autres personnes viendront. Il a sans doute posé une pierre à l'édifice. Et nous lui demandons qu'il se monte un peu au-dessus de ses ambitions politiques, à éviter la burundisation au peuple congolais, à laisser au plus son peuple congolais de se vanter, de se forger encore de nouveau ces arches de la démocratie vers une nouvelle page politique. Un bon leader n'est pas jugé à cause de son bilan, mais de sa vision aux réalités ou à l'avenir. On ne bâtit pas une politique avec des bilans, mais avec des réalités. Les réalités sur le terrain exigent à M. Kabila d'avoir une conscience humaine, patriotique, de s'écarter, de laisser la transition, d'organiser des élections libres, démocratiques et crédibles, afin que nous tournions tous la page. Le peuple congolais a tant souffert. Beaucoup d'entre nous ne peuvent non plus également rentrer chez nous. J'ai perdu mon père, je n'ai même pas eu le courage d'aller à son enterrement. Au moment où je te parle, je n'ai jamais encore visité son tombe. Je suis harcelé par le gouvernement. Ma famille également est intimidée du bord. Ma situation n'est pas la mienne. Beaucoup d'entre vous ont la même situation. Au pays, nos frères meurent en prison, nos frères de louche, vous vous rappelez? Jusqu'à quand, chers amis, allons abandonner notre Congo? Jusqu'à quand allons-nous s'asseoir sur nos lauriers, dire que le changement ne va pas venir? Devenir indolent au point de se dire, M. Kabila a ses armées, il ne va pas quitter. Mais n'oublions un fait. M. Kabila est là, si seulement si le peuple doit autoriser. Et ce même peuple ne veut plus de lui. Qu'il pleuve ou qu'il neige, nous vivons les débits de la fin de M. Kabila.